HP ou Dell, dont le ventilateur produisait un bourdonnement constant, était le moteur asthmatique de la productivité de l'étage. Les claviers jaunis par le temps et la nicotine cliquetaient sous les doigts et les souris à boules, qu'il fallait régulièrement nettoyer, glissaient sur des tapis publicitaires. Le monde n'était pas encore entièrement numérique. Les étagères ployaient sous le poids de classeurs et de dossiers en carton, créant des murailles de papier qui segmentaient l'espace et témoignaient d'une bureaucratie encore très physique. L'arrivée d'Internet était une révolution lente et parfois frustrante. Le son strident d'un modem 56K se connectant était encore une réalité pour certains, tandis que les plus chanceux bénéficiaient d'une connexion ADSL précoce, dont la lenteur exaspérante était une source quotidienne de plaintes près de la machine à café. Les logiciels étaient ceux de l'époque. Windows XP avec son fond d'écran de colline verdoyante, la suite Office et un logiciel de messagerie interne rudimentaire. La culture d'entreprise était un reflet de cette transition. La loi sur les 35 heures, récemment mise en place, avait introduit une nouvelle notion, les RTT, créant un rythme de travail étrange, fait de semaines intenses et de jours de congés forcés qui laissaient les employés désemparés, ne sachant que faire de ce temps libre inattendu. C'était une culture Prey, Startup Nation, sans baby-foot ni Chief Happiness Officer, où la hiérarchie était encore visible et respectée. Les concepts de flex office ou de coworking étaient des curiosités managériales lues dans des magazines, loin de la réalité des bureaux cloisonnés ou des petits open space où chacun gardait son territoire. La communication mobile était balbutiante. Les personnages possédaient des téléphones portables iconiques de l'époque, un Nokia 3300 dit indestructible pour Hervé, un Samsung à clapet pour Jean-Claude, symbole d'un statut social naissant. Ces appareils servaient à téléphoner et à envoyer des SMS au clavier T9, rien de plus. L'absence de connexion permanente à Internet créait des poches de silence, des moments de déconnexion forcés. Quand Jean-Claude était sur la route, il était véritablement seul avec ses pensées, coupé du monde jusqu'à la prochaine étape, ce qui rendait sa solitude encore plus palpable. Cette technologie, aujourd'hui désuète, était le miroir parfait de l'état d'esprit des personnages. Fonctionnelle mais limitée, connectée mais lente, promettant un avenir qui tardait à venir. Chaque bug de Windows, chaque téléchargement interminable était une frustration externe qui faisait écho à leur propre sentiment d'être bloqués, inefficaces dans le déroulement de leur propre vie. 2. Veules-les-Roses, la Provence de l'oubli. Le nom de la ville était une invention, une blague des créateurs de la série, mais il cristallisait une réalité tangible. Veules-les-Roses, ou une ville qui lui ressemblerait, serait le décor de cette histoire. Une petite commune normande peut être, avec ses falaises de craie et son ciel bas et laiteux. Une ville qui avait connu son heure de gloire au 19e siècle, une station balnéaire discrète et qui luttait maintenant contre le déclin. Son centre-ville, autrefois charmant, était un patchwork de commerces fermés et d'agences immobilières. La jeunesse partait étudier et travailler à Rouen ou à Paris, ne revenant que pour les vacances. L'entreprise, la boîte, était le plus gros employeur de la région. Une présence à la fois rassurante et écrasante. Installée dans une zone industrielle en périphérie, dans un bâtiment de verre et d'acier sans caractère, elle était un symbole de cette modernité globalisée qui s'imposait sans se soucier du contexte local. Elle représentait un futur sans âme, un monde de process et de rentabilité, qui grignotait peu à peu le passé, les traditions, l'identité même de la petite ville. Veules-les-Roses n'était pas seulement un décor, c'était un personnage à part entière, une entité mélancolique dont le destin était lié à celui de ses habitants, tous pris dans la même lente érosion. 3. Paris, le refuge de l'art et du sens. En opposition totale avec le purgatoire beige de l'entreprise et la grisaille de Veules-les-Roses, Paris apparaîtrait comme une bouffée d'air, un lieu de beauté, d'histoire et de sens. Ce monde serait incarné par un lieu précis, décrit avec une profusion de détails sensoriels. Une vieille librairie indépendante doublée d'un atelier de reliure artisanale, nichée dans une rue calme du quartier latin ou du Marais. Dès la porte franchie, l'atmosphère serait un choc pour Hervé. L'odeur d'abord, un mélange complexe de papier jauni, de cuir, de colle de pâte et de cire d'abeille, une odeur de temps et de savoir. Visuellement, ce serait un chaos organisé. Des piles de livres instables grimperaient jusqu'au plafond, créant des canyons étroits où les clients se faufileraient avec respect. Des échelles en bois glisseraient le long des étagères surchargées. La lumière, tamisée, viendrait de vieilles lampes à abat-jour vert et des rayons du soleil filtrés par une vitrine ancienne, faisant danser la poussière dans l'air. Le silence ne serait rompu que par le bruissement des pages tournées et le plancher qui craque sous les pas.
Au fond de la librairie, une porte vitrée donnerait sur l'atelier de reliure, le sanctuaire de l'artisan. Là, le récit prendrait le temps de décrire le métier, son rythme lent et méticuleux. On y verrait les outils posés en ordre sur l'établi, les plioirs en ose ou en téflon pour marquer les plis, les poinçons pour percer le papier, le cousoir en bois pour tendre les ficelles de lin, la petite presse à percussion pour tasser les cahiers, la grande presse à vis pour le maintien sous séchage. On décrirait la sensation des matériaux nobles, la souplesse d'un cuir de chèvre, la rigidité du carton, la texture unique d'un papier marbré fabriqué à la main, chaque feuille étant une œuvre d'art unique. Le processus lui-même serait détaillé. Le débrochage soigneux d'un livre ancien, la couture des cahiers un par un sur les ficelles, l'endossure au marteau pour arrondir le dos, la préparation des cartons de couverture, la couvrure en cuir et enfin la dorure au fer, lettre par lettre, pour le titre. Chaque geste, précis, répété depuis des siècles, serait un acte de résistance contre le monde du jetable et de l'immédiat. Cet artisanat deviendrait une métaphore puissante, celle de la réparation, de la patience, de l'acte de donner une nouvelle vie, une nouvelle âme à ce qui est cassé. Cette librairie ne serait pas un simple décor, elle serait un sanctuaire thématique. Elle représenterait un système de valeurs alternatif, où la richesse ne se mesure pas en parts de marché, mais en histoire, en beauté et en savoir-faire humain. En pénétrant dans ce lieu pour y retrouver sa fille, Hervé ne ferait pas que changer de ville. Il entrerait dans une autre réalité, une réalité qui lui montrerait ce que sa vie aurait pu être. Ce contraste rendrait son dilemme face au projet de démolition du couvent non plus seulement politique ou syndical, mais profondément personnel et philosophique. Il s'agirait de choisir entre deux mondes. Partie 4. La Trame Narrative. La chute et la quête de rédemption. Acte I. La fissure. Le début de la fin commença un mardi matin, lors de la réunion mensuelle de l'encadrement. Jean-Guy Lecointre, le DRH, présenta le projet Renaissance avec des diapositives PowerPoint aux couleurs criardes. Sur l'écran, une modélisation 3D montrait un complexe moderne de verre et d'acier, avec des boutiques aux enseignes internationales, un parking souterrain et des espaces de bureaux flexibles. Ce bâtiment rutilant devait remplacer le vieux couvent des Ursulines, une bâtisse du 17e siècle qui tombait en ruine au cœur de la ville. Jean-Guy parla de dynamisme, de création d'emplois, de projection vers l'avenir. Dans la salle, la plupart des cadres hochèrent la tête avec une approbation molle. Pour eux, comme pour Jean-Claude, c'était une nouvelle de plus. Un mal nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise et, par conséquent, de leur propre poste. Pour Hervé, ce fut d'abord une contrariété syndicale. Il prit des notes, préparant déjà ses arguments sur l'impact social, les conditions de travail sur le futur chantier. Mais le projet prit une toute autre dimension quelques jours plus tard, lorsqu'il reçut un email au sujet laconique, prise de contact. L'expéditrice, une certaine Sarah Dumont, expliquait être sa fille et souhaitait le rencontrer. Le choc fut brutal, sismique. Après une série d'échanges maladroits, où la gêne le disputait à la curiosité, il apprit qu'elle était étudiante en histoire de l'art à Paris, et que son mémoire de fin d'études portait précisément sur l'architecture conventuelle en Normandie, avec comme cas d'étude principale le couvent des Ursulines de Veules-les-Roses. La coïncidence était si énorme, si romanesque, qu'Hervé se sentit soudain le personnage d'un de ces films d'auteur qu'il chérissait tant. Pendant ce temps, la fissure dans la vie de Jean-Claude s'élargissait pour devenir un abîme. Après une réunion avec un client important, où un trou noir de plusieurs heures avait effacé toute trace de la négociation, il s'était retrouvé dans sa voiture, sur le parking d'un restaurant, sans aucun souvenir de la façon dont il était arrivé là. La peur, une peur froide et inconnue, l'avait enfin poussé à consulter. Le diagnostic du médecin fut sans appel, prononcé avec une compassion clinique qui le rendait encore plus terrifiant, cirrhose. Son foie était en train de lâcher. Le verdict était simple. L'abstinence totale et immédiate, ou la mort à brève échéance. Jean-Claude accueillit la nouvelle avec un déni bravache, mais en rentrant chez lui, le poids de la sentence le fit s'effondrer. Il cacha la vérité à Véro, mais son état de détresse, mêlé à l'odeur d'alcool qui imprégnait ses vêtements, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase de la patience de sa femme. Ce soir-là, elle lui posa un ultimatum. Soit il se faisait soigner, soit elle le quittait. Pour Jean-Claude, c'était une déclaration de guerre, une trahison de plus dans un monde qui s'acharnait contre lui. La tension monta progressivement à l'étage. Le projet Renaissance devint le principal sujet de conversation.
Jean-Claude, plus agressif et vantard que jamais pour masquer sa terreur, le défendait bec et ongles, y voyant la seule garantie de son emploi. Hervé,